Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Kamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour le partage. Merci pour les likes, les commentaires et merci surtout pour les abonnements. Alors, la première des choses, je veux parler aujourd'hui, je veux parler des opposants face à un président qui vient de l'opposition. Mais avant cela, il faut savoir que la guerre est en train de finir. Euh, je- je- c'est comme j'utilise cette analogie d'une pluie, une grande pluie, et puis après tu es en train de voir vraiment que de petites gouttes. C'est à ce niveau-là nous sommes maintenant. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir complètement, mais la guerre est en train de finir. Non pas seulement les gens qui font la guerre à l'Est sont essoufflés, le Rwanda est essoufflé, l'opposition est essoufflée, la Senko aussi est essoufflée. Donc nous tous, vous savez, c'est comme un combat des coqs. Vous avez vu un combat des coqs? Quand les deux coqs vraiment se combattent et puis tous les deux vraiment sont tellement fatigués, complètement fatigués. Donc nous sommes à ce niveau-là, nous sommes à ce niveau-là où tous les acteurs sont fatigués. Alors maintenant, il faut qu'il y ait la paix. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que je vois la paix que les États-Unis veulent apporter. Les États-Unis veulent imposer la paix dans cette région de Grand Lac. Imposer, je pèse mes mots, ça va être une paix qui sera imposée. Alors, il faut qu'on se prépare aussi, nous, Congolais, il y aura des choses peut-être que beaucoup d'entre nous ne vont pas aimer parce que ça sera une paix négociée et imposée. Alors, mais de toute façon, le plus important qui est la paix, quand il y aura la paix, il y aura des investissements. Vraiment, non pas seulement des investissements, je vois que la Belgique est en train vraiment de s'affairer et tout ça, de vouloir s'investir. C'est peut-être aussi pourquoi la France veut aussi s'investir, parce qu'on ne veut pas laisser seulement la Chine et les États-Unis investir. Donc, le Congo, après cette guerre, le Congo va entrer dans une période d'émergence, et non pas seulement d'émergence, ou vraiment une période où le Congo va redevenir ce que Dieu veut que le Congo soit vraiment une lumière au centre de l'Afrique. Je vous ai toujours dit, les courbettes vont, les gens vont venir faire des courbettes à Kinshasa, là. Ça va changer. Mais avant cela, vous voyez, ça monte, ça descend, et je ne sais pas comment on va atterrir, mais on sait que non, nous sommes en train d'atterrir. Alors, quelquefois, on rate même l'atterrissage et puis on revient, on réatterrit. Donc c'est vraiment en train d'arriver. Maintenant, parlons des opposants face au président de la République. Vous voyez, je regardais dernièrement deux interviews. La première interview que je regardais, c'est l'interview de Martin Fayulu à Bruxelles. Dites-moi dans les commentaires, je vous en prie, dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi cette interview. Comment vous trouvez Martin Fayulu? Est-ce que vous le trouvez vraiment normal? Je, ça, je ne le dis pas pour insulter Martin Fayulu, mais j'ai trouvé Martin Fayulu un peu déprimé. Je ne sais pas si c'est le constat que vous faites. Je le sentais pas heureux. Je le sentais pas... C'est comme si quelque chose manquait. Alors, quand je regardais tout l'interview, même les gens qui étaient là-bas, il n'y avait pas d'enthousiasme, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de la joie. Les applaudissements étaient rares, quelques applaudissements, quelques personnes qui applaudissaient. Et quand on applaudissait, c'était des applaudissements peut-être pour des choses pour moi qui n'ont pas vraiment de sens. Hein. Euh, alors, ça révèle vraiment l'état de l'opposition à Kinshasa. C'est une opposition complètement morte. Quand on dit l'opposition a pété,
une opposition à péter. Vraiment, ça confirme cela. Ça confirme que l'opposition est complètement perdue. Il n'y a pas d'opposition, pratiquement. Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Oh oui. Donc, Tshisekedi a réussi à détruire cette histoire de Kabila, là, comment ça s'appelle, son parti, là. Maintenant, l'opposition complètement débandade. Donc, je ne sais pas, c'était... Alors, il y a une question, de toutes les questions, la celle qui m'a peut-être un peu... qui m'a vraiment... qui a révélé l'état de l'opposition, c'est la question qui venait des garçons qui a posé, disons, deux questions. L'une, c'était une question sur la consistance ou les cohérences de M. Martin Fayoul. Il a essayé de se défendre. Tout le monde connaît que Martin Fayoul était cohérent. Là aussi, dans cette conférence de presse, si vous analysez la conférence de presse, vous avez trouvé beaucoup de contradictions, beaucoup d'incohérences. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai du respect pour M. Fayoulou, pour son intellect. J'ai aussi pour ses positions peut-être politiques. Mais au niveau de l'incohérence, au niveau des choses qui sont de sa bouche, tu te demandes, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, maintenant, on lui a posé la question, non pas seulement sur l'incohérence, mais on lui a posé la question aussi sur la guerre à l'Est. Ce monsieur l'a dit, est-ce que la guerre à l'Est ne vous donne pas un peu de force? Pourquoi? Parce que vous, l'opposition à Kinshasa, vous êtes complètement essoufflé. Alors, autrement, les messieurs voulaient justifier la guerre comme un moyen de soutien à l'opposition. Et c'est là que vous comprenez vraiment pourquoi et la Senko et les gens de Fartin Moyoulou sont vraiment pour cette guerre de façon indirecte parce que ça leur donne une certaine force. Ils n'ont plus de force, ils sont essoufflés, mais parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a Nanga, parce que c'est une façon d'exercer la pression sur Tshisekedi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire nous sommes contre la guerre, tout ça, mais vraiment indirectement ou de façon voilée, ils sont en train d'accepter la guerre parce que ça leur donne une certaine force. Une certaine force. C'est pour cette raison. Je comprends même la Senko maintenant. Je comprends même la Senko maintenant. Je comprends même l'opposition et je comprends cette histoire de dialogue intercongolais. Donc, je comprends même pourquoi Martin Fayoulou se rapproche de Kabila, se rapproche de Katumbi. Donc, c'est quelque chose de concerté. Martin Fayoulou, Senko SSC, Katumbi, Kabila, AFC, et tout cela constitue maintenant un bloc pour faire face au président de la République. C'est tout au moins ce que je suis en train de lire dans cette histoire. Maintenant, dans la foulée, Martin Fayoul dit que c'est lui qui a la paternité, l'idée du dialogue intercongolais, l'idée même du pacte social vient de Martin Fayoul. La première question, est-ce que c'est une contradiction? Vous savez, maintenant, M. Scholl nous disait toujours que c'est cette idée-là, l'initiative du pacte, venait de M. Scholl et de Senko et SCC. Maintenant, M. les journalistes de l'ACP ont posé cette question-là. M. Fayoul a dit c'est lui, l'idée vient de lui. C'est lui qui est allé vers la Senko, c'est lui qui est allé vers l'ECC, Senko, pour leur proposer cette idée-là. Maintenant, la question est de savoir qui est M. Fayoulou pour demander un dialogue? Et pourquoi? Est-ce que vraiment, on l'avait invité pour les consulter, on l'avait invité pour parler? Est-ce qu'il faut vraiment un dialogue? Qu'est-ce qu'il veut atteindre par ce dialogue? Alors, maintenant on comprend
tout ce qu'il y a autour de Senko et CC, on comprend, c'est tout simplement parce que et l'opposition et la Senko et CC, c'est une opposition. Hein. Donc maintenant, on comprend que tous ils sont ensemble et c'est une coalition. Ils se sont coalisés. Donc, Martin Fayulu Katumbi veulent recevoir ou veulent atteindre le pouvoir qu'ils n'ont pas pu atteindre par les élections au travers du dialogue. Maintenant, c'est là où ça devient très grave. C'est-à-dire que Kabila veut revenir au pouvoir, pas par les élections, mais au travers du dialogue. Même pire encore, Kabila a fait des tentatives de coup d'État. Il a essayé de tuer Tshisekedi, il a essayé de le tuer, il réessaye, il fait la guerre, tout cela, il n'arrive pas à réussir avec tout cela, et il veut réussir, ou tout au moins revenir à la table de négociation par le dialogue. C'est ce que ça veut dire. Alors, vous comprenez même l'idée pourquoi, quand vous écoutez les opposants parler, Tshisekedi est faible, ça veut dire que tous ces gens-là se sont organisés pour vraiment affaiblir Tshisekedi. C'est ça même le but de la Senko, vouloir affaiblir Tshisekedi au niveau national et au niveau international pour obtenir, pour accéder au pouvoir. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. On peut faire maintenant une différence entre l'opposition de Fayulu et l'opposition armée parce qu'ils se sont alliés et les gens qui ne sont pas, et les gens qui sont dans l'opposition armée, ou je ne sais pas, les rebelles et les terroristes, les gens qui tuent et les gens qui sont restés à Kinshasa parce que à Kinshasa, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'assises populaires, ils ne sont pas populaires à Kinshasa. Donc, comme ils n'ont pas de force populaire, ils n'ont pas une certaine assise populaire, ils ont besoin des Nanga, ils ont besoin de Kagame. Alors, vous voyez, ce sont des contradictions que je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comprendre. Surtout quand M. Fayulu dit non, vous savez, moi j'étais toujours contre, mais c'est lui qui a proposé à la Senko qu'il faut inclure même les gens de l'armée. Donc vous comprenez que c'est là où ça devient vraiment très, 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 très compliqué pour notre pays. Alors, dernièrement, là, j'ai vu aussi M. Seth Kikouni qui parlait aussi de ce fameux dialogue. Alors, regardez un peu. Qui est Seth Kikouni pour vraiment vouloir dialoguer avec Tshisekedi? Voilà. Alors, je me pose la question, pourquoi certaines personnes prennent du culot pour venir parler de choses comme ça, parler de Tshisekedi comme il est en train de parler? Qui est Seth Kikouni pour parler de Tshisekedi comme lui est en train de parler là? Si on prend Seth Kikouni, on les met vraiment avec Tshisekedi là, les deux, pour je ne sais pas quoi, devant la population. Quel est le poids politique de Seth Kikouni? Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Maintenant, je comprends que cette histoire de Senko et cette histoire de dialogue, c'est tout simplement, ça devient tellement clair que tout ça était préparé tout simplement pour accéder au pouvoir. Alors qu'on nous disait non, que non, c'est pas pour accéder au pouvoir, c'est pas pour partager les gâteaux, c'est pas comme ça, comme ça. Mais vraiment, si ça vient de Fayulu, si cette idée vient de c'est un politicien, quel est le but d'un politicien? Il va accéder au pouvoir. C'est pourquoi on parlait d'un gouvernement d'union nationale et des choses. Alors, c'est pour cette raison. Les présidents, ils viennent de l'opposition, les présidents, ils comprennent comment l'opposition fonctionne. C'est pourquoi ça ne marche pas, c'est pourquoi ils sont paralysés. Et l'ECC est paralysé, Senko et ECC paralysé,
Katumbi paralysé, tous ces gens-là paralysés. Alors, il faut nous laisser tranquilles. C'est pour cette raison que je demande au président de la République et j'insiste, il ne faut pas donner des béquilles à ces gens. Il ne faut pas accepter ces fameux dialogues, qu'ils fassent pression, en tout cas que ce qui arrive, arrive, mais il ne faut pas négocier, pas parler à ces gens. Parce que M. Fayoul, s'il faut que M. Fayoul parle au président de la République, vraiment, est-ce qu'il a besoin de la Senco? Il a besoin de la Senco. Je ne comprends pas. Ce sont des gens qui se parlaient avant nous. Alors, vous voyez, ok, je ne sais pas, je voulais parler de ce qui s'était passé au Gabon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce qui s'est passé au Gabon, les prestations de serment du président Clotaire et Oligui Nguema. Alors, là, il y avait beaucoup de présidents, hein, et puis on applaudissait aux gens. On applaudissait au président. Kagame était aussi là-bas. Et les gens ont applaudi Kagame. C'est là où je trouve vraiment, nous les Africains, vraiment nous sommes comme, c'est comme si nous sommes des sardines. On nous a coupé la tête, on a laissé quelque part. Vraiment, ce type-là, un type qui a tué au Congo, il n'y a pas une autre personne en Afrique qui a tué autant de Bantous que Kagame. Et ce sont les Bantous, là-bas, les Batéké, les Bantous, qui sont en train d'applaudir. Ah, Kagame. Ah, c'est l'Afrique. Donc, on vous tue. Et vous venez vous applaudissez. Qu'est-ce qu'il y a à applaudir chez Kagame? Il a tué beaucoup plus que les Blancs. Si c'était un Blanc qui tuait les autres Africains comme ça, comme Kagame le fait, quelle serait votre réaction? Si c'était des Arabes, quelle serait votre réaction? Vous allez l'applaudir? Et c'est ça le problème de l'Afrique. Nous sommes là tout simplement pour applaudir. Nous sommes là tout simplement. Donc, les mêmes personnes qui vous tuent, ils vous coupent. Ils te coupent même une main comme ça. Tu commences à l'applaudir avec une seule main. Alors, je ne comprends pas comment on peut applaudir Kagame après tout ce que Kagame a fait en République démocratique du Congo. Le Gabon n'est pas très loin de la République démocratique du Congo. C'est un prolongement. Alors ça, vous voyez, ce sont des choses que je ne comprends pas en Afrique. Quelqu'un comme Kagame, on ne peut même pas l'applaudir. Et vous voyez tous ces dirigeants-là lui donner des accolades, des choses comme ça. C'est de l'hypocrisie, c'est de la trahison. Tu regardes Sassou Nguesso, ah, mon frère, il tue tes propres. Les Congo-Kinshasa, c'est le même peuple. Il tue votre peuple et toi, tu viens, tu l'as. Alors, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Nous, les Africains, je ne sais pas. Alors, maintenant, parlons maintenant de Faure Gnassingbé et Adema. Il n'était pas là-bas parce que lui aussi devait prêter serment. Après 20 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, et lui aussi, il veut maintenant faire quoi? Prêter des serments, changer la constitution et tout ça. Et c'est lui qui va aller faire des négociations entre le Rwanda et le Congo. Vous voyez, l'Afrique, nous avons des problèmes, des graves problèmes. Quelle légitimité il a pour aller vraiment négocier? Quel poids il a? À part le fait que derrière lui, peut-être, il y a la France. C'est dans ce contexte-là qu'il faut parler d'Obasanjo. Olusegun Obasanjo. Ah, l'Afrique, c'est vraiment, c'est honteux. L'Afrique, c'est honteux. Alors, ce type-là, il a 88 ans et il ne veut pas quitter la scène. Dernièrement,
il a fait la campagne pour comment il s'appelle, le monsieur là du Kenya. Raila Odinga devient président de l'Union européenne. Il a échoué. Il était à Kinshasa là, pour demander à M. Tshisekedi de voter pour Raila Odinga. D'ailleurs, l'une des raisons, pour les gens qui suivent les news du Kenya, l'une des raisons, les Kenyans étaient en train de reprocher que Raila Odinga a échoué à cause des Kenyans, à cause du président du Kenya, non? Alors, ce type-là, il paraît qu'il veut encore vraiment s'impliquer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Ok, je comprends que M. Boulos a vécu, je ne sais pas, peut-être au Nigeria pour très longtemps. Pourquoi? Parce que quand on voulait marier son fils voulait marier la fille de Trump, on disait qu'il a marié quelqu'un qui vient du Nigeria. Donc, je ne sais pas s'il y a là quelque chose, s'il est devenu américain après, mais il a le passeport nigérien, je ne sais pas. Mais peut-être dans ce sens-là, il voulait jouer un rôle. Mais je me pose la question, pourquoi vraiment en Afrique, on ne peut pas arriver à un moment à dire « j'ai 88 ans, je peux me retirer et rester calme ». Pourquoi? Je me pose la question, il y a tellement de conflits en Afrique, pourquoi ces messieurs veulent semblant s'immiscer aux affaires du Congo? Dans son propre pays, il y a Boko Haram, il y a beaucoup de groupes militaires dans son propre pays, lui, M. Obasanjo. Mais pourquoi il ne vient pas intervenir là-bas? Pourquoi il ne vient pas faire les réconciliations avec les djihadistes qui sont là-bas? Donc, la question que je me pose vraiment, pourquoi tout le monde veut intervenir au Congo, les Obasanjo, les Thabo Mbeki, qui leur donne ce droit, qui donne à ces gens-là ce droit de venir dire « je vais intervenir au Congo ». Et ce sont nos politiques. Parce que nous sommes vraiment des politiques sans colonne vertébrale. Toujours, toujours chercher vraiment à se faire petit, courir derrière. C'est vraiment, qu'est-ce que vous cherchez sur Obasanjo? Et c'est le cas, par exemple, de Kabila. Donc, tu es parti, tu sors, tu fais la guerre, tu essaies de tuer les gens et tu vas encore sur Obasanjo pour faire quoi là-bas? Tu vas chez Thabo Mbeki pour faire quoi là-bas? La Senko, la même chose. C'est pourquoi les gens ne nous prennent pas au sérieux. Vraiment, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas qu'au Congo, combien de dialogues moi j'ai vu depuis que je suis congolais, depuis la conférence nationale souveraine jusqu'au... Combien de dialogues? Et toujours les Obasanjo, les Togolais, les comme ça. Pourquoi nous, on ne va pas aussi faire la même chose ailleurs? Mais seulement ces gens-là viennent chez nous, que ce soit du Sénégal, que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit du Togo, que ce soit du Nigeria, que ce soit... Tout le monde veut se nourrir. C'est comme nous sommes vraiment... comment? Un animal, là, on fait, qui font beaucoup d'affaires et puis tout le monde doit sucer et tout ça, comme une true en fait. C'est terrible. Vous savez combien de conflits il y a en Afrique? Hein? Combien de conflits? Il y a la Libye, il y a le Soudan, au Soudan du Sud, il y a des crises. Érythrée, Éthiopie, il y a des crises. Il y a même la crise au Centrafrique. Ici, il y a des guerres au Centrafrique. Dernièrement, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui ont commencé à traverser Zongo pour venir dans le territoire congolais. Si j'ai bien suivi, ce sont les Azonde qui se sont rebellés là-bas. Mais pourquoi les gens ne vont pas là-bas pour faire ces médiations? Seulement, ils veulent venir au Congo. Et c'est là la vraie question. C'est parce qu'au Congo, nous permettons que tout le monde vienne vraiment nous parler. C'est pour cette raison que le président doit vraiment refuser ces histoires des Obasanjo, des choses. Il ne faut même pas leur donner la parole. Il ne faut même pas leur donner cette possibilité.
Il n'y a même pas de raison. D'ailleurs, si les gens de la Senco avaient suivi, avaient suivi les parcours de Lambert Mende sur Top Congo, hein? Alors, Lambert Mende va expliquer cela. Le président, à cette époque-là, le président Etienne Tshisekedi, lui l'avait envoyé à chose, l'avait envoyé pour le représenter aux Nations Unies. Hein? Et puis, aux Nations Unies, on a dit non. Je ne sais pas, le président Mobutu, à cette époque-là, lui aussi il a envoyé son représentant. Lui, il était président. Alors, on lui a dit non. Aux Nations Unies, on a dit non, nous, on ne traite pas avec les individus, on traite avec les institutions. C'est peut-être ce qui est arrivé à Doha avec la Senco. On ne traite pas avec les individus, on traite avec les institutions. Tant que Tshisekedi est là-bas et que vous faites vos beaux offices et trimballez vos robes partout là, vous n'êtes pas une institution. Vous n'avez aucun mandat. Il fallait apprendre cette leçon-là de Lambert Mende, il est encore vivant. C'est pourquoi, malgré tout, vous pensez que vous avez un certain pouvoir, mais ça ne marche pas. C'est pourquoi vraiment que le président ne donne pas à ces gens la moindre possibilité de vouloir se narguer de nous, se moquer de nous comme ça, par un certain dialogue, des dialogues inutiles qui ne vont rien affronter, qui ne vont rien nous aider. C'est vraiment un gaspillage d'argent et de temps. Alors, si ce dialogue-là, tout simplement, comme je sens là, le dialogue de M. Fayulu et Senko, c'est pour simplement affranchir ou tout au moins libérer le Rwanda de ses responsabilités pour laisser les gens comme Bisimwa, Biamungu, Kaininga, Makenga Nanga et Willy Ngoma et c'est les fameux gouverneurs-là pour les laisser vraiment libres, impunis. C'est quoi comme dialogue? Ces gens-là ont tué, ils ont du sang dans leurs mains. Et ce sont ces gens-là qui veulent libérer avec les familles dans le dialogue. Alors, mes chers frères et sœurs, vous savez qu'Elon Musk a quitté la Maison Blanche. Ça, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais je dois d'abord voir. Voilà, je vais parler d'Elon Musk. Elon Musk a quitté la Maison Blanche. Je vais parler du deal. Je ne m'en cache pas, je soutiens le deal. Je pense que ce deal, c'est une bonne chose. Malgré tout ce que la Senco fait, malgré tout ce que les opposants font, malgré tout ce que la France fait, parce que j'ai l'impression, c'est comme si la France aussi s'oppose à ce deal. Je ne sais pas si la France s'oppose, mais la France peut-être est en train de vouloir sécuriser la place de la France, mais aussi de l'Union européenne dans la période après-guerre, quand il faut faire maintenant les investissements et des choses comme ça. Alors, c'est ce que je vois un peu, mais il faut savoir qu'Elon Musk a quitté la Maison-Blanche. Alors, quand j'avais suivi la réunion des ministres de 300 jours, quand Trump a commencé à louer Elon Musk, qu'on l'a attaqué injustement et tout ça, je savais que c'était la fin. Pourquoi? Parce que lui, il avait dit qu'il va se séparer de lui. Mais il attendait les meilleurs moments. Les meilleurs moments est arrivé le 300 jours. C'est monsieur Elon Musk, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont en train de le célébrer là-bas à Kinshasa. Elon Musk, c'est celui qui a mis Donald Trump en difficulté. D'abord, au niveau de l'administration. Parce qu'il avait mis beaucoup de gens hors du travail. Hors du travail. Hein, les employés, les fonctionnaires de l'État, beaucoup de fonctionnaires de l'État, beaucoup de systèmes, beaucoup de... Ce qui a contribué complètement à l'impopularité de Trump. Entre-temps, il a mis beaucoup de chaos dans l'économie américaine. Il faut suivre, hein, pour les gens qui sont aux États-Unis, je ne sais pas s'ils sont sincères avec eux-mêmes, ils savent ce que je suis en train de vous dire là, mais Elon Musk a mis du chaos dans l'économie américaine, dans l'administration américaine surtout. Mais vous savez aussi que la voiture d'Elon Musk, Tesla, c'est une voiture électrique ou électronique, mais les Chinois maintenant ont développé
BYD, BYD, qui est beaucoup plus fermant que Tesla. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Hein. Alors, il faut savoir qu'ici, seulement en Allemagne, ici en Allemagne, la vente de Tesla est réduite de 76%. 76%. Donc, les gens ne veulent plus acheter Tesla. Dans toute l'Europe, c'est 45% de pertes. Et la vente des BYD, des Chinois, a augmenté de 36%. Et à cause de tarifs que les États-Unis ont imposés, maintenant l'Europe et le Canada, et je pense que l'Europe s'associe aussi un peu avec la Chine pour contrecarrer l'Union européenne et pour qu'on prépare les États-Unis, je veux le dire. Le chômage a augmenté aux États-Unis. Je vous avais déjà dit que la popularité de Trump est vraiment au plus bas. Il y a du chômage partout, surtout même dans la région où on a voté Trump. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui trouvent Trump quelque chose comme quelqu'un d'exceptionnel. Tant que Trump nous apporte la paix, je suis avec lui. Mais Trump, je ne suis pas très chaud. C'est comme pour Trump, c'est comme pour Poutine, non. Alors, d'abord, il faut savoir que Trump a beaucoup loué Kagame. Ça, il faut le savoir. Non, pas seulement ça, Trump a toujours dit que nous sommes des shithole countries. Trump a toujours été dur, surtout à l'égard de l'immigration qui vient de l'Afrique. Alors, Elon Musk lui-même a tendance à être raciste. Je ne sais pas, mais c'est ce que beaucoup de gens disent. Alors, vous voyez que vraiment, pour le deal, à ce qui concerne, à mon sens, pour le deal, les traumas de Donald Trump sont une catastrophe pour les États-Unis. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Beaucoup de gens sont en train de perdre la confiance des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous à propos de ce deal? Je vous ai dit comment le deal avec l'Ukraine est arrivé. Le deal entre les États-Unis et l'Ukraine est arrivé parce que Trump était en position de faiblesse. Dans le sens où il veut du résultat. Lui, il disait, je vais apporter la paix en 2 jours. Il n'a pas pu apporter la paix en 2 jours. Maintenant, la même chose aussi, il dit, je suis un président de la paix. Il n'y a rien qui est arrivé dans ce sens-là. C'est pour cette raison, il veut absolument qu'il y ait la paix pour que le président Trump puisse dire, voilà, j'ai fait quelque chose. Non, pas seulement ça. Si le président de la République, parce qu'il ne faut pas qu'il nous impose, hein, par exemple, il faut négocier avec le Rwanda comme ça, non. Maintenant, là, dans cette situation ici, le président Trump est en position de faiblesse. Il a besoin de quelque chose. Il veut montrer quelque chose. Alors, si il veut nous imposer une certaine paix, il veut nous imposer un certain deal où nous sommes en position de perdre, le président peut rester direct dans ses bottes et dire non. Trump respecte des gens qui disent non, qui lui tiennent la tête. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Si lui-même dit du président de l'Ukraine, comme quoi c'est un homme qui aime son pays, parce que Trump, c'est comme ça que Trump comprend, hein? America First. Donc, pour l'Amérique, ils doivent tout faire pour l'Amérique. Alors, si toi aussi, si nous aussi, on s'est dit, nous, on doit faire ça ou ça pour notre pays, Trump comprend cela. C'est pour cette raison, je pense que c'est nécessaire que l'on reste ferme, surtout pas de coopération avec le Rwanda, pas de partage de richesses avec le Rwanda, donc le président reste ferme, 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 ferme.
Et vous allez voir, nous aurons un des meilleurs deals, hein, pour notre pays. Parce que c'est ce que l'administration, c'est ce que Trump comprend. Il comprend seulement la force. Et il a besoin du Congo maintenant. Il a besoin du résultat maintenant. Il a besoin de montrer quelque chose à ses concitoyens. Voilà, j'ai amené la paix au Congo. Voilà, nous avons fait telle chose au Congo. Nous avons signé un deal et tout ça. Alors, mais si nous ne faisons pas cela, nous risquons vraiment, comme beaucoup de gens disent, hein, de brader nos richesses. Ok, je ne pense pas qu'il y aura ça, mais je donne mon point de vue sur ces sujets. Je pense qu'il faut réfléchir à ces sujets-là parce que je vois que les États-Unis ont besoin de nous, ont besoin de la République démocratique du Congo maintenant, à cause de l'impopularité de Trump, à cause du chômage, à cause des problèmes économiques graves qu'il y a aux États-Unis. Ok. Alors, je voulais finir par la France parce que j'ai l'impression, l'une des raisons, comme j'avais dit, l'une des raisons, je ne savais pas que la France pouvait jouer un si grand rôle dans cette histoire de deal. Alors, si j'ai compris, j'ai lu RFI hier, c'est que la France était aussi derrière cette histoire de Doha et est en train de jouer un rôle visible, mais entre-temps invisible. Alors, je ne sais pas ce que la France est en train de tramer dans l'obscurité, mais une chose vraie, il faut vraiment qu'on fasse attention que la France ne joue pas à notre défaveur, parce que la proximité de la France avec le Rwanda est déjà prouvée, hein? Donc ils sont là pour, vraiment ils roulent pour le Rwanda, hein? Alors là, surtout cette histoire de force de tampon, il faut le refuser absolument. Je ne pense pas que la France en a les moyens, mais il faut le refuser absolument. Parce que partout la France est passée avec sa force de tampon, il n'y a jamais eu de solution. Pensez au Burkina Faso, pensez au Mali et pensez au Niger. Il n'y a jamais eu quelque chose. Pensez même, maintenant même, les Bénin menacés. Il n'y a jamais eu quelque chose. Alors je pense qu'il ne faut absolument pas accepter cette histoire de force tampon. D'autre part, je pense que je suis d'avis, comme M. Moubenga et M. Kalonji, qu'il faut absolument que nous, on se mette à critiquer la France, faire même des démonstrations pour accuser la France de soutenir un régime génocidaire qui tue les Bantous. Moi, je suis d'avis. Je suis d'avis. Si la France protège les Tutsis qui nous tuent, nous les Bantous, pourquoi on doit l'accepter? À cause peut-être de cette langue que je parle ou je ne sais pas quoi. Alors je pense vraiment, moi aussi j'appelle à ce qu'au niveau de Kinshasa, il faut faire quelque chose. Vous savez, les Blancs nous respectent seulement quand nous sommes à position de force. Si nous démontrons, nous faisons des démonstrations populaires pour leur montrer que ça, on n'accepte pas. On ne peut pas accepter que la France vienne nous imposer une force d'interposition quelconque ou je ne sais pas. Et la France nous donne une paix au rabais. Il faut refuser cela. La paix que nous voulons, c'est comme le président l'a dit, le Rwanda doit retirer ses forces. Il faut punir les Makenga, tout ça, il faut les punir. Il ne faut pas que c'est que les gens n'ont pas reçu par les élections. Ils n'ont pas, on a dit faisons les élections, ils sont allés aux élections, ils ont perdu. S'ils ont perdu les élections, ils attendent les autres élections et c'est fini. Pourquoi encore des dialogues, Senko, ECC, tout ça? Il faut refuser tout cela. Et c'est le président vraiment qui doit avoir une colonne vertébrale. Parce que je sais, je comprends, le président est sous pression. Il y a des pressions qui viennent de partout. Mais il faut qu'il reste ferme. Parce que seulement en restant ferme que la libération du Congo sera totale. Je dois toujours le répéter. Si le président peut nous apporter la paix, si le président peut signer ce deal et amorcer
vraiment mettre les Congos sur la voie de l'émergence, même si lui-même ne nous conduit pas dans cette émergence. Il a déjà écrit l'histoire. Il est des gens dans... Et là, c'est qu'on les Américains aiment toujours « an legacy ». Je ne sais pas comment ça se dit. « An legacy ». Et ça, c'est pour ça que tu dois aussi vivre. Il faut vivre pour laisser quelque chose. « An legacy ». Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit. En tout cas, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse.